par une belle journée d'hiver, douce et ensoleillée, que je décide de partir à la découverte de l'ouvrage de Froid de Terre. C'est plus fort que moi. Je ressens un vrai besoin de marcher sur les traces des poilus, d'imaginer les épreuves de la guerre et du quotidien que les soldats ont enduré durant 4 années dans les forts humides, les tranchées et la boue. Maintenant, il est temps d'entrer dans les vestiges encore visibles de la place forte de Verdun. Achevé en 1888, l'ouvrage de Froid de Terre est une fortification de type serré de rivière. Mais dans cette fin du XIXe siècle, le développement de nouveaux modèles d'obus explosifs, appelés obus torpilles, capables de défoncer les maçonneries, remet en cause toutes les fortifications qui viennent d'être construites. Alors, dès 1901 et durant les années de guerre, l'ouvrage sera bétonné, équipé d'un observatoire, 2 galeries et de 2 tourelles de mitrailleuses et une tourelle de 75 d'une ventilation pour le casernement. Alors il a plu beaucoup ces jours derniers. Du coup, il y a quelques flaques dans le couloir principal. À cet instant, dans la caserne bétonnée, j'ai l'agréable surprise de trouver une première chambre qui a conservé l'ensemble de ses lits métalliques et superposés. Je frissonne, oui, l'émotion ne peut que m'envahir quand je me transporte dans l'époque et imagine l'intimité obscure des poilus dans ces nuits de promiscuité perturbées par les atrocités de la guerre. Notons que ce lieu n'est pas une reconstitution, que ces lits sont de véritables vestiges loin des sentiers touristiques. S'ensuit 3 autres chambres, aussi bien conservées, dont une réservée aux officiers. Dans cette dernière, on aperçoit un accès à une galerie de 17, lourdement protégée et fermée pour la préservation des chauves-souris en zone Natura 2000. Mais là, il y a beaucoup d'infiltration maintenant dans ce fort. Et dès lors que cette infiltration a percé complètement les parois, le fort s'abîme très très vite, de façon exponentielle. Encore une petite pièce. On traverse un ensemble de pièces assez semblables. C'est un couloir qui longe la paroi extérieure du fort. Là, on va pas. Et il me semble que sur la droite, il y a un couloir qui part. Là, c'est celui-ci. On va suivre ce chemin. Alors là, on s'enfonce plutôt vraiment en profondeur dans le fort. Le couloir se rétrécit. Ah, là, il y a donc une tourelle. Oui, une tourelle de mitrailleuse GF3 orientée vers l'est, destinée à repousser les assauts d'infanterie ennemie en début de guerre. Le blindage de la tourelle peut résister à des obus de 155 mm. L'ensemble du mécanisme pèse 25 tonnes, mais les mitrailleuses semblent être absentes. Quelques dizaines de mètres plus loin, en haut de cette échelle, se trouve l'observatoire du commandement. Celui-ci est placé au plus haut du fort et permet de diriger les tirs des tourelles vers les positions ennemies. Le plancher d'observation est encore bien visible. Son mécanisme à cordes lui permet d'être réglable à la hauteur de l'observateur ou bien de descendre pour évacuer un blessé. Après quelques plans et photos, je reprends ma visite.
Bien qu'interdit et souvent visité, je me réjouis de le trouver aussi bien conservé, sans tag ni déchets. Il est le lieu de mémoire respecté. Là, j'arrive sur une porte extérieure fermée. Et là, il n'y a plus rien. Pièce, et je pense qu'on est arrivé au bout, on est en cul-de-sac. Une pièce d'une vingtaine de mètres carrés qui résonne énormément. Reste à ressortir, on va aller voir plus loin. Encore une fois, je ne peux plus avancer dans l'ouvrage, car les galeries sont bouchées. Ces galeries, dites de 17, ont été creusées en 1917 sous 10 à 15 mètres de roches et de terre, permettant d'abriter pendant les bombardements ou d'évacuer, mais aussi de ravitailler les forteresses en cas d'encerclement. Après ce constat, je dois sortir pour trouver 50 mètres plus loin l'entrée d'une casemate de Bourges fortement blindée, dans laquelle je découvre 2 chambres de tir armées depuis 1914, des canons de 75 pouvant tirer 11 obus à la minute et atteindre une cible à plus de 5 km. Les tirs sont réglés par un officier depuis les postes d'observation. En 1915, le fort est désarmé. Les canons sont déplacés vers le front avant que celui-ci soit réarmé en 1917. Aujourd'hui, les canons ont disparu. Leur emplacement est bien marqué par les rails de rotation visibles sur le sol qui ont orienté vers l'angle de tir. Si je peux aller voir ce qui se passe vers le bas. Je vais attendre d'avoir un peu de lumière. Ah oui, alors c'était quoi là? On va descendre un peu plus encore. Alors là, on part sous le fort. Ah, il y avait un long banc là. Un long banc avec des pièces encore. À proximité, dans les étages inférieurs, se trouvaient des magasins à munitions qui pouvaient contenir jusqu'à 800 obus. La porte en bois était bien protégée. Ça devait être un dépôt de munitions, hein. Pour être si bas placé. Je termine ma visite par ces tout derniers plans de l'ouvrage de Froidterre. La traversée de la fortification m'a vraiment intéressé. Je retiendrai surtout ces chambres et lits si rares, tout comme les postes d'observation et d'artillerie. Enfin, il faut souhaiter que ce haut lieu de la Grande Guerre abandonné par l'armée française connaisse, dans un avenir proche, un projet de rénovation pour en faire un édifice, témoin de la bataille de Verdun, en hommage aux soldats impliqués dans l'un des plus terribles conflits de la Première Guerre mondiale. La petite visite de l'ouvrage de Froidterre se termine. Rendez-vous bientôt pour d'autres aventures.